Bonjour tout le monde, François Baillargeon ici, spécialiste en virtualisation et stockage libre. Moi, aujourd'hui, je vous donne un peu la recette pour vous sauver des griffes de vos renouvellements VMware. Ce qu'on sait ou de ce que j'en sais, la plupart des renouvellements tournent autour de 300-400 $ annuellement par cœur. Donc, grosso modo, le serveur moyen de 32 cœurs te coûte 10 à 12 000 Canadiens par année. Puis c'est très rare qu'on a un seul serveur. Généralement, ça vient en grappe. Hein. Vous savez, clustering, on aime ça. On pense ici à un déploiement à 3, 4, 5 serveurs. Pour la PME, là, qui va payer 50 000 $ par année. Ben écoutez, 50 000 $ par année, je ne sais pas pour vous, mais pour la PME moyenne, ça représente quand même beaucoup de capital et surtout des dépenses inutiles qui peuvent être remplacées par d'autres hyperviseurs, là. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est une recette rapide pour sortir de l'environnement VMware puis convertir vos machines Linux et Windows vers Proxmox. On va se créer un environnement mutualisé au niveau du stockage via Croit. Ça, dans le fond, ce que c'est une couche de gestion pour Ceph, là. Je trouve ça honnêtement bien moins compliqué que de faire de l'hyperconvergence puis d'essayer de faire l'équilibriste entre le compute puis le stockage tout le temps, là. Ça demande des opérateurs qui ont des talents plutôt rares, plutôt dispendieux et plutôt pas très disponibles sur le marché. Donc, évitez ça. On va faire une architecture convergée où le compute et le stockage vont être distincts. Deuxième chose qu'on va faire, on va déployer Proxmox avec. On va être sûr que c'est fait beau, là. C'est sûr que vous allez avoir les valeurs de base, parce qu'on ne peut pas trop pousser. On a juste une demi-heure. Vous allez voir, là, c'est assez simple. Puis, troisième étape, ben, évidemment, une fois qu'on va avoir agencé ça ensemble pour que le stockage parle au compute, ben, on va faire la transition à chaud d'une charge Linux. Donc, rien de sorcier. Vous allez apprécier ce que vous allez voir. Ça va peut-être démystifier c'est quoi le processus pour sortir de VMware. Fait que, comme je vous disais, moi, ça va me prendre un stockage, ça va nous prendre du compute, puis ça va nous prendre aussi de la réseautique pour agencer tout ça. Dans le cas présent, on est un lab, on a 4 x 10 là, c'est rapide, mais pas rapide, mais honnêtement, on peut avoir des bonnes performances. Je vous montre aussi la démonstration d'un environnement virtualisé, on s'entend, là. Maintenant, on n'appelle pas d'Akin Carry pour tout faire. Fait que je vous montre ça, vous allez voir. Prochaine étape, moi, je vais me loguer sur mon conteneur pour ce qui est de mon stockage, là, tout ce que ça prend, c'est un Ubuntu ou un Linux de votre choix qui roule Docker, puis partez le conteneur directement avec des instructions trouvées sur le site web. Vous pouvez tester ça 30 jours, hein, il n'y a aucune restriction. Puis au niveau de Proxmox, si vous n'utilisez pas en production, il n'y a pas de restriction au niveau des licences, là. Bon, vous n'aurez pas accès au repo Enterprise, là, mais pour un test rapido, pour faire une preuve de concept, il n'y a aucune restriction. Et évidemment, si jamais vous avez besoin d'aide pour preuve de concept, des questions sur votre environnement, ça vous engage à rien, mais on peut se parler. Vous m'écrivez en DM, vous m'appelez, vous m'envoyez un courriel. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis revendeur Proxmox et Croit au niveau du stockage, de la formation, des licences elles-mêmes. Je suis le seul au Canada à ce jour au niveau de Croat. Donc, avec moi, vous avez le service francophone in English and you can pay en dollars canadiens. Donc, parlez-moi, ça va me faire plaisir. Maintenant, on commence la démo. Bon, première étape, on va se connecter à notre système de gestion. On fait ça via SSH. On y va avec le mot de passe. Parfait. Bon, je démarre le conteneur avec les instructions trouvées sur le site web de Croit. Donc là, vous allez voir, on demande si on a un proxy, on n'en a pas. Le conteneur démarre. D'habitude, ça prend quand même 1 ou 2 minutes, là. Surtout qu'ici, on est dans un environnement de laboratoire. Toujours un peu plus long, là. On utilise des machines pas trop puissantes pour faire ça, pour économiser des ressources de notre côté. Mais ça reste quand même quelque chose de rapide, là. Le conteneur, il part. D'habitude, c'est une question d'1 minute ou deux, gros maximum, là. Donc, on voit ça. C'est en train de démarrer. Parfait. On a le mot de passe. On log en tant qu'administrateur. Superbe. Après ça, moi, je vais rentrer le mot de passe que j'ai trouvé. Si jamais vous l'avez perdu, il va apparaître dans les logs du Docker, là. Donc là, on met un mot de passe fort, hein, question de sécurité, mais aussi une exigence de la loi en l'Union européenne. Donc, on n'a pas trop le choix. C'est parfait. Bon, on va accepter les termes de licence.
Bon, puis la première chose qu'on va setuper, c'est le réseau DHCP, DNS, TFTP, toutes ces choses-là. Dans le fond, le conteneur, il va contenir un serveur DHCP, là. Il va pouvoir allouer des adresses de manière dynamique parce que son but, c'est d'être le coordinateur de la flotte de serveurs. Donc, on a défini un pool, puis une fois qu'il y a ça, ben, il va pousser des images via TFTP pour que les serveurs ils démarrent avec une image éphémère là, qui va être poussée directement par le conteneur. Donc, on voit que c'est fait. Fait que pas eu d'erreur, non. Bon, maintenant on passe à l'importation. Fait que ce que je vais faire, je vais démarrer trois serveurs virtuels parce qu'évidemment, temps virtuel pour l'élaboration, là. Vous voyez, il devrait normalement démarrer. On voit qu'il configure, oui, il parle à l'API de Croit. Là, vous voyez, de manière dynamique, on a un menu pour démarrer. Tu sais, tout ça sans absolument aucune installation locale, là. Ça se passe absolument juste en mémoire. Donc là, ça démarre normalement. Tu sais, on n'a rien de fâchant dans les fichiers journaux qu'on voit là. Superbe. OK. Bon, là, il se plaint qu'il ne peut pas faire les changements d'état de puissance pour le. Est-ce que c'est virtuel? Bon, donc on a nos trois hosts. On va l'appeler host 1 Ceph, host 2 Ceph, ainsi que host 3 Ceph. Bon, parfait. On nous dit de rajouter trois moniteurs. On va faire ça. Fait que dans le fond, moi j'avais créé à l'avance des disques de petite taille qui émulent des SSD. Il y en a un qui va être un disque de stockage, il y en a un qui va être un disque pour les moniteurs. Qu'est-ce que c'est les moniteurs? Ben, c'est eux autres un peu qui font la coordination de tous les services, puis qui donnent l'état de santé du système. Donc là, il crée les moniteurs, de ce que je vois. Il n'y a pas d'erreur. Bon, ils vont être en rouge quelques secondes, mais ça, c'est pas un problème. OK, donc on est parti. Bon, la création du moniteur, quelques minutes, là, gros maximum, mais tu sais, vous voyez, là, c'est quand même rapide, là. On clique, puis c'est très graphique. On va aller voir un peu ce qui se fait. Bon, on voit qu'il teste les disques, tout est beau. Y a des erreurs? Non. Il commence à créer les partitions sur SDA. Regarde, bon, là, les ajoute à la crush map. Parfait, parfait. OK, ben tout est en ligne. Parfait. Bon, on va passer des configurations par défaut. Superbe, ça s'en vient quand même bien, là, vous allez voir. OK, fait que là, si je vois, je vais prendre les 10 restants. Je vais leur donner un rôle, soit le rôle d'OSD, Object Storage Daemon. Dans le fond, les disques de stockage, on ne va pas les encrypter. On va leur donner une classe automatique, puis on va dire que le write ahead log est en colocation. Comme ça, tu sais, ça va être plus simple, là. Règle générale, dans un système où on a du disque dur puis du SSD mélangé, on va utiliser les SSD comme couche de caching, mais là, c'est vraiment un déploiement rapide pour vous montrer comment ça se fait de manière tellement simple, là. Fait qu'on coupe un peu les coins ronds. Bon, il se plaint un peu qu'il y a un clock skew sur le numéro 2 là, mais dans un environnement virtuel, c'est à s'y méprendre souvent. Pour le reste, les groupes de placement, tout est beau. Si je regarde, je peux voir qu'il y a une alerte, mais c'est rien de. Bon, NoSD, parfait. Il va le mettre en sourdine, ça sera pas long. Fait que, prochaines étapes, on va aller créer un pool ou une piscine en français. Ben, dans le fond, les pools, c'est ça qui sont les entités de stockage de base dans votre cluster Ceph, là. Fait que, ici, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple, là. Bon, on voit les OSD sont dans les bons crush maps, c'est parfait. Euh, la crush map, en fait, c'est ce qui détermine comment sont placés les disques, là. Donc, on va créer un pool. Ouais, on va commencer par éditer notre pool par défaut pour dire qu'on le met tout sur des SSD, là. Le pool des managers. Puis là, on va créer un pool. Bon, on va lui donner. Non, on ne le met pas en code d'effacement. On n'a pas assez de nœuds. Fait qu'on va l'appeler RBD. Pool. Hein, pool for RBD Proxmox. Puis là, vous remarquerez que c'est en anglais, c'est parce que je vais recycler le vidéo, là.
Monter est une ressource finie. On dit qu'on a application RVD, Rados Block Device, fait que dans le fond, ce pool-là va devenir une bibliothèque de disques virtualisée pour votre enregistrement, pour votre environnement Proxmox, là, tout simplement. Parfait, parfait. Donc, on a encore une petite alerte, mais ça devrait se régler sous peu, là. Ah, rien d'inquiétant, là. Il y a moins de... OK. Ah, bon, parfait, c'est corrigé. OK, superbe. Prochaine étape, on va aller voir notre pôle lui-même, de quoi qu'il y a de l'air. On va créer une clé. Dans le fond, la clé, ce que ça permet, c'est de donner un accès au Rados Block Device, là, au disque virtuel pour Proxmox. Donc, on va l'appeler client.proxmox. On va dire qu'il y a accès au RBD pool. Ça, c'est parfait. On sauve ça. Puis, normalement, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais juste valider. Ah oui, je vois que l'espace est consommé à 0.04. Rien pour se formaliser de tout ça. Je vais aller voir les propriétés de mon pool. Je vais activer la compression. Pas que je pense avoir un gros gain, mais tu sais, ça coûte tellement pas cher avec les processeurs modernes. Puis souvent, il y a un gain de performance là. Parce que vous allez lire moins d'octets sur disque, mais en contrepartie, vous allez décompresser tellement vite dans votre processeur que nos tests montrent que souvent on a un gain et en latence et en débit là. Donc là, on va passer à l'installation de Proxmox. Bon, fait que là, on va faire l'installation du cluster Proxmox. Mais du côté Ceph, la job est faite, là. Vous avez déjà votre cluster Ceph qui est monté, qui est concordant en tous ses membres, puis qui est capable de vous fournir des services de bloc, là. Donc ici, votre bibliothèque de disques que Proxmox va utiliser. Donc, vous voyez, on installe directement à partir de l'ISO, là. Il y a différentes manières de l'installer. On fait vraiment un test aujourd'hui pour vous montrer rapidement, là. Donc, on prend le disque de base que j'ai assigné. Parfait. Bon, moi, je vais dire que je suis au Canada. Parfait. Bon, je vais donner non, pas Ticoan. C'est pas mon fuseau horaire, celle-là. Dawson's Creek, pour les fans de la série, c'est quand même drôle, ça soit mentionné. Mais généralement, on prend Toronto. Moi, je suis sur le fuseau de l'Est avancé. Fait que je vais y aller suivant là-dessus. Bon, je vais donner un mot de passe. Je vais confirmer le dit mot de passe, on s'entend. Puis, je vais mettre un courriel pour recevoir les alertes si jamais, là, pour marquer que c'est mon courriel, là. C'est rien de bien vilain. Bon, fait que je vois que mon serveur DHCP il a déjà dit ça. Parfait. Bon, je remarque que j'ai donné un gateway qui n'a pas de sens, là, mais on va le changer plus tard, là. Comme je vous dis, je fais le voice-over de ce que je fais, là, mais c'est en post-production. Fait que on continue. On va le modifier tantôt. Fait que on fait suivant là-dessus. Parfait. On installe, c'est parti. Donc, l'installation, vous voyez, là, c'est vraiment très simple quand on fait une installation de base. C'est assez rapide aussi, là. Bon, il installe tous les paquets .deb, c'est bien parfait. Parfait, bon. OK. Là, je vois qu'il est à 70. Bon. Fait que vous allez voir, dans le fond, il va falloir qu'on installe 3 nœuds, là, parce qu'on veut toujours avoir un cluster d'au moins 3 nœuds. Question de quorum. Pour avoir le quorum, il faut avoir 50% plus un des nœuds qui sont en bonne santé, ou sinon, il faut avoir ce qu'on appelle un quorum device. Dans les deux cas, c'est possible, mais comme on veut faire de quoi qui est vraiment en mode production dès le jour 1, ben, moi, je vous montre la solution pour le faire avec 3 nœuds. Ce qui est ma recommandation, puis je vous dirais que de toute façon, pour avoir un quorum device, vous allez avoir besoin de la maintenir sur un autre nœud, là. Fait que votre nœud ne va-t-il rouler que ce service-là? Ben, en règle générale, les gens vont avoir un troisième nœud de Proxmox, là. Bon, fait que là, l'installation est presque terminée.
Make System Bootable, parfait. Il écrit sa table des partitions. Et c'est parti. On va redémarrer tout de suite après. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, bon, prochaines étapes, ça nous dit l'adresse IP qui va être disponible. Bon, par défaut, je l'ai fait en DHCP, là. Clairement, ne faites pas ça en production, là. Vous allez donner une adresse fixe, là, mais là, on est vraiment en test, là. Fait que c'est pas trop un problème. Bon, trois volumes logiques incluant PVE, Welcome to Grub. Classique, pour dire que ça démarre plutôt bien. Bon, fait que vous voyez, il y a déjà presque 11 logs. Fait que, on va aller voir. Fait que moi, je me log en tant que root avec l'utilisation de PAM. Bon, parfait. Oui, évidemment, j'ai pas d'abonnement. Là, on fait un test. Là. Parfait. Fait que, bon, j'ai ma machine Proxmox 1 démo. Superbe. Bon, là, le bridge, je vais corriger mon gateway que j'ai changé tantôt. Là. Je vais lui donner un gateway qui a plus de sens, sinon il ne pourra pas communiquer sur Internet. Parfait. Je vois que mon pont réseau, il n'est pas VLAN aware, mais il pourrait le devenir facilement. Là. Puis bon, on va dire que c'est main bridge. Superbe. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais déjà donner des adresses pour deux autres réseaux. Pour une fonctionnalité qui s'appelle tout simplement le stockage pour commencer. Vous avez remarqué tantôt 10, 20, 77. C'est le réseau dans lequel mon cluster Ceph il s'exécute. Donc, ouais, j'appelle ça Storage VLAN. Parfait. Ouais, Storage Adapter, ça va être plus clair. Parfait. Puis tant que je joue là-dedans, je vais créer les deux autres liens pour CoroSync. Qu'est-ce que c'est CoroSync? Ben, dans le fond, c'est le système de coordination interne là, pour garder un état du cluster qui est cohérent. Fait que je vais lui donner une adresse que je sais qui n'est pas utilisée dans mon réseau et qui n'est pas routable. Là, genre, on parle de niveau 2 ici. Là, on ne va jamais parler à un routeur. Fait que tout ce qu'on a besoin de dire, c'est une adresse valide. Je pense qu'il va se plaindre que j'ai pas de cider. Attends un peu. CoroSync One. Ouais, c'est ça. Il faut que je donne un cider 24. Parfait. Fait qu'on va donner deux réseaux. Fait que là, si vous remarquez, j'ai mon réseau de management qui passe à travers mon bridge principal. Dans le meilleur des mondes, ça serait une interface séparée, mais là, on est quand même d'une démo. Là. Puis là, on va rajouter mon deuxième réseau qui va être Core 5 2. Parfait. Parfait, parfait. Fait que là, j'ai mes quatre réseaux. Je vais l'appliquer. Super. Fait que ça, c'est fait. Bon, pour des raisons de brevité, je ne vous ai pas montré, mais j'ai installé trois nœuds là, exactement de la même manière. Fait que, on va faire la même chose pour lui. Je vais commencer par donner. Bon, ça c'est correct. Les autres, j'ai pas fait d'erreur sur le gateway. Fait que Nick 0, comme d'hab, va devenir mon adapteur de stockage. Fait que Nick 1. Bon, je vais donner une adresse qui overlappe pas, évidemment. Storage adapter, c'est parfait. Nick 2, on va dire Core 5. Puis ouais, je parlais de Nick 1 tantôt, de Nick 0, mais il fait partie de mon bridge, là, fait qu'on peut pas vraiment faire ça. Bon, fait que Core 5 1, Core 5 2, c'est parfait. Bon, fait que moi je vais donner l'autre adresse. Parfait, on l'applique. Fait que là, on va faire ça sur notre troisième nœud. Bon, fait que même Poutine, on va donner. Ok, Nick 0, on va dire que c'est le main bridge. Bon, bon. Fait que ça, c'est mon adapteur de stockage. Tu sais, puis je mets un slash 24, là, mais c'est vraiment le choix de l'artiste, là. C'est plus facile à computer sans se fouler le cerveau en calcul mental, mais tu sais, tout est possible là, en IPv4. Là. Bon, petite faute de frappe ici, 5.12, 168, 20.4.
Non, encore là, j'ai pas de gateway, là. Je sais pas pourquoi je m'enlignais avec une gateway, là. On reste en niveau 2. Fait que là, on le met en auto-démarrage. Parfait. Fait que, bon, on rajoute le dernier. Bon, parfait. J'ai appliqué. Bon, je fais une double validation. Tout le monde a l'air bien correct au niveau de ses adresses. J'ai pas de superposition. Tout est beau. Fait que, bon, c'est parfait. Oh, j'avais une petite coquille ici, là. Bon, fait que là, on va faire un petit test rapide. Je vais regarder si de ce nœud-là, je rejoins ses voisins. Sur tous les réseaux qu'on vient de configurer, on s'entend, là. Bon, parfait. Tous les réseaux de stockage, on peut rejoindre les clients. On va regarder au niveau de CoroSync maintenant, le réseau 20, le 2, le 3, le 4. Parfait, parfait. Bon, après ça, on va aller sur réseau point 30, le 2, le 3 et le 4. Super. Bon, parfait. Là, on crée le cluster. Je vais l'appeler Clusta. On va choisir nos deux interfaces Coro 5, 1 et 2. Parfait. Bon, fait que là, il va créer le cluster. Task OK. Pas plus dur que ça. Parfait. Bon, fait que je vais aller regarder l'information de jointure. On voit l'adresse. Puis vous allez voir, là, c'est très facile. Je vais dans la gestion de mes autres nœuds. Je vais dire que je veux joindre un cluster. Il détecte tout de suite. On a dit le lien 1, le lien 2. Ben, puis là, je vous le montre en graphique, là, mais si vous voulez scripter ça, il n'y a aucun problème, là. C'est ultra facile à faire de la ligne de commande, là. Fait que moi, je mets le mot de passe racine, puis join cluster. Parfait. J'ai fait une faute de frappe, m'excuserez. OK. Login succeeded. Parfait, parfait. Normalement, à cette étape-là, l'interface va congeler là, parce qu'on a un changement de paradigme au niveau de l'authentification, mais vous avez juste à reloader la page. Là, j'attends. Là. Normalement, il est supposé me faire un 500 ou une erreur de ce genre-là pour dire que j'ai pas accès. On va lui donner 2-3 secondes. Là. Oh, request edition of this node. Parfait. Tout devrait aller comme il faut. Bon, je vais reloader manuellement, je pense. Là. Ouais, je vais fermer mon dialogue. Bon. Ah, regarde, vous voyez, c'est ça que je vous disais là. Il fait une erreur de connexion. Fait qu'on recharge. Puis normalement, ben, on va juste sur login. C'est pas plus dur que ça. Là. Oui, oui, j'accepte. Vous avez cette erreur-là parce que j'ai pas de certificat valide, on s'entend. Là. Bon, je log en tant que root. Puis là, magie, vous voyez, à gauche, j'ai mes deux membres du cluster qui sont dedans. Fait qu'on va joindre notre troisième amigo. Fait qu'on va dire même Poutine. On va donner tout de suite un mot de passe qui fait du sens. Parfait. Fait que je vais configurer mon lien principal, mon lien de tolérance de panne. Puis ça en supporte plusieurs. À mon souvenir, jusqu'à 8, là, mais j'ai rarement vu des déploiements qui en contenaient plus que 2. Bon, parfait. Ouais.
Fait que j'imagine que l'erreur 500 s'en vient pour lui aussi dans quelques secondes, là. Ah ben regardez, je vais le loader, puis je pense tout simplement que ça va être ça, là. C'est toujours le bout, on se dit, voyons, ça marche-tu cette affaire-là? Ok. Bon, il arrête PV Cluster Service. Ouais, c'est ça, erreur de connexion, parfait. Fait que là, on voit, on peut se loguer. Bon, c'est parfait, il est logué. Bon, on va voir. Vous voyez, là, nos deux liens sont détectés, tout le monde est là. Bon, le cluster est correct, ça c'est bien parfait. Fait que voici les différents membres. C'est parfait. Fait que, bon, merveilleux. Ben ouais, tout le monde est en bonne santé, rien de fâchant. Ouais, je vais faire une chose, je vais enlever les repositories non production, là, parce que... De production, dis-je, là. Bon, puis là, je vais dire que j'ajoute des non-productions, parfait. Mais là, ça coche en vert qu'on va avoir des mises à jour. Fait que c'est toujours très bien, ça. Même chose pour le nœud numéro 2. Parfait, parfait. Puis comme je vous dis, tu sais, si quelque chose fait fréquemment, vous allez peut-être vous scripter ça, mais là, je vous montre vraiment la méthode avec les petits trous, là, où tout est fait manuellement via l'interface graphique. Ça rend ça moins... Ben, c'est sûr que c'est moins stressant, là, quand on voit comment facile que c'est, on clique là-dessus, puis c'est pas un problème, là. Bon, parfait. Fait qu'on voit que tout le monde est encore en quorum. On peut voir les statistiques. Bon, prochaine étape, oui, toujours correct du côté de Croïte. Moi, je vais aller chercher la clé, comme je vous disais, parce que j'en ai besoin. La clé Proxmox, je vais la télécharger tout simplement. Ben, tu sais, il y a sur le bon cluster. Bon, RBD Pool, RBD Croïte, RBD Pool, Monitor. Bon, on a encore un clock suite détecté, mais c'est pas trop grave. Bon, fait que là, je vais télécharger back ma clé. Je la copie, parfait. Je vais retourner à mon panneau de Proxmox. Fait que là, je mets la clé. Tout simplement, on l'ajoute. Aucune restriction. Puis là, ça va prendre 2 secondes. Petit exclamation va disparaître. Puis là, vous voyez, là, il est disponible pour tous les nœuds, là. Donc, ça, c'est pas un problème. Ça veut dire même que tous les nœuds y ont accès. On voit que la taille est configurée de 61 gigaoctets. Moi qui ai fait ça. Fait que, prochaine étape, on va aller convertir notre machine de VMware. C'est pas plus compliqué que ça, là. Vous voyez, j'ai créé un Linux Guinea Pig là, qui n'est pas actif. Bon, on va vous montrer ça quand même. Je vais le démarrer. C'est une machine que j'ai préparée d'avance là, qui roule Apache 2 là, avec la page de base, là. C'est pour vous montrer là, qu'un transfert, là, c'est une histoire d'une pinotte, là. Fait que, ouais, je vais le placer pour qu'on le voit le mieux. Fait que là, je log sur mon Guinea Pig. Bon, bon, 192.168, 100.124. Fait que là, vous voyez, tu sais, il me sert la page 2. Superbe. Fait que moi, après ça, je vais éteindre ma machine. Parce que vous ne pouvez pas faire une transition à chaud avec l'outil intégré, là. Vous pouvez le faire avec d'autres outils, là, mais c'est plus simple de le faire tout simplement comme ça, là.
Fait que là, parfait, on dit shutdown. Puis là, la machine devrait s'éteindre. Fait que là, ce que vous allez faire, vous éteignez votre machine. Parfait. Bon, après ça, je vais passer du côté du stockage encore une fois. Je vais rajouter un stockage ESX parce que dans le fond, il est considéré comme un stockage embarqué, là. Fait que ESX démo, je vais donner le serveur en question. Besoin d'IP tout simplement, là. Vous pouvez utiliser soit vCenter, soit ESX directement, là. Le mot de passe-route, parfait. On va dire qu'il est disponible pour toutes les nœuds, là. Puis qu'on vérifie pas le certificat parce qu'on a un certificat signé, là. Bon, fait que j'ai fait un typo, vous m'excuserez. Parfait. Fait que là, vous voyez, dans mon stockage, là, j'ai ma machine. Fait que je vais la sélectionner. Je vais dire que je l'importe. Bon, je vais donner une définition qui fait du sens, là, pour pas être mêlé tantôt. Je vais dire que je le mets sur mon RBD Crate. Bon, le reste ne change pas, là. Ouais. Finalement, je vais peut-être décocher ça parce que ça risque de créer des problèmes. Fait qu'on va le refaire sans mettre la migration à chaud, là. Ça marche pas assez bien à mon goût, je trouve, avec cette version-là, là. Bon, fait que c'est parti pour l'importation. Tu sais, vous allez voir, là, c'est une machine quand même de petite taille, fait que l'importation est plutôt rapide. Bon, je dis que j'utilise un Vertio Single iSCSI, puis je vais dire déjà Vertio. Tu sais, prenez note, là, c'est une machine Linux, donc c'est assez accommodant à ce niveau-là, là. On peut importer avec des pilotes virtualisés, paravirtualisés d'Office, là. Dans le cas de Windows, vous allez voir, là, c'est un autre paire de manches. Il faut les installer en amont, là, mais pour le reste, là, c'est assez simple. Fait que là, je regarde un peu mon cluster parce qu'il y a l'alerte pour le clock skew, là, mais pour le reste, malheureusement, j'ai pas encore de métriques. Ça prend quand même quelques minutes avant qu'il en génère avec une série de temps, là. Fait que je pourrais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais de toute façon, le but c'était de vous montrer que on peut faire une architecture 3 tiers en genre une demi-heure là, pour faire votre transition, là. Fait que le but c'est que ça, là, c'est que ça soit simple à faire, puis que vous ayez la facilité à le faire. Puis que si jamais vous avez des questions, vous me contactez là, en DM, vous m'appelez, vous m'écrivez un courriel, là. Il n'y a pas de problème. Bon, fait que notre importation est déjà à moitié. Fait que ça devrait pas être très long. Fait que tu sais, vous voyez, là, c'est pas rapide, rapide non plus. Puis ça, c'est la nature de ISX qui crée ça. L'accès à l'API, il y a une limite de vitesse, là. Si vous voulez le faire plus rapidement, dans un autre atelier, je vais vous montrer comment faire, mais en règle générale, c'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que, vous voyez, l'importation, ça passe assez bien. Parfait. Fait que là, je revalide une dernière fois le cluster. Ouais, le clock skew, je pense pas qu'il s'en aille. Puis là, vous voyez, là, l'utilisation, elle augmente lentement, mais sûrement en temps réel. Tu sais, vous voyez quand même qu'il se passe de l'activité disque. Je sais pas si. Regarde, je peux vous montrer dans le pôle aussi. Là, bon, ça, c'est la config, ça nous intéresse assez peu. Là. Ouais, puis j'ai pas les métriques visuelles, c'est très triste. Mais bon, tout vient assez. À qui c'est attendre? Ouais, j'ai pas encore assez de données. Mais vous voyez, là, il y a des objets qui se créent, puis on lit des opérations, là. Fait que c'est pas un problème, là. Bon, de toute façon, le clou du spectacle, ça va être quand même de démarrer la machine quand elle va être à 100. Task OK, superbe. Fait que là, vous voyez, je vais fermer ça. Ma machine est créée. Je vais la démarrer tout simplement. Comme une machine normale, là. Elle vient d'être importée. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle démarre. Peu. Bon, vous voyez, elle démarre normalement. Superbe. Bon, pas de message d'erreur ou rien dans notre machine convertie. Puis, tu sais, sachez que vous gardez toujours une copie du côté d'ISX, là, si jamais vous bousillez votre bidule, on réimporte, là. C'est pas casse-brique. Bon, je log. Fait que là, vous voyez, mon IP a changé de 124 à 125. Je change mon IP, il me répond la même chose. Donc, il n'y a pas de problème avec ça.
Puis je vais faire un test de plus. Je vais peut-être essayer de curler, là, être sûr qu'il me répond pas de quoi de mise en cache. Là, vous voyez, la machine me répond. Puis si je curl, elle va aller me chercher la page web par défaut. Donc, pas plus compliqué que ça. Vous voyez, la transition, c'est facile. Démarrer votre environnement, c'est facile. Donc, essayez-vous. Si vous avez des problèmes, vous me contactez. Il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous aider. Allez, bonne journée tout le monde, puis bonne virtualisation.